Donc, on vous présente à la fois l'état d'avancement et un petit peu le contexte de la recherche R2. Donc, faire le plus simple possible, c'est une recherche qui a débuté l'année dernière, qui est partie de la réflexion sur ce qu'on appelait trois dynamiques économiques émergentes, économie circulaire, créative et numérique. Et la question est de voir le lien entre ces trois économies et le territoire. Donc, de se dire, d'une part, comment le territoire est-il susceptible de favoriser le développement de ces économies, et d'autre part, quelles sont un peu les attentes des acteurs du territoire, y compris les entreprises, par rapport à ces trois dynamiques. Donc, voilà. Donc, et éventuellement identifier, qu'on a mis ici, des manquements, entre guillemets, pour permettre à ces économies de se développer davantage. Donc, alors, l'année dernière, je continue. Contexte de la recherche. Donc, l'année dernière, on s'est posé la question un petit peu. D'abord, on a fait une analyse plutôt quantitative, donc en termes d'importance des trois dynamiques et de leur localisation. On a illustré, on a toute une série de cartes, etc. On l'illustre ici par des réflexions à la fois à l'échelle communale, arrondissement. Dernière carte, on en reparlera après, prend la localisation des hubs créatifs, donc les plug air. On a fait aussi un volet effectivement benchmark, savoir un petit peu donc quelles étaient les actions entreprises au sein de certains pays au niveau européen pour soutenir, pour favoriser ces trois dynamiques. Je passe à la dia suivante. Alors, on a procédé à une analyse particulière, et je trouve intéressante parce qu'elle pourrait éventuellement être reprise par d'autres. Donc, on a pris en fait un carroyage, donc une maille d'1 km sur 1 km, qui est une maille qui est utilisée au niveau européen, que l'IWEPS a déjà utilisée, mais uniquement dans le cadre d'une analyse démographique, de densité de population. Et donc, le but de cette maille, nous, était de pouvoir contextualiser de manière très fine l'environnement de nos entreprises. Dès lors, on a fait une analyse, une typologie. Voilà, que vous avez ici, une dizaine de types des mailles sur base d'une analyse multicritère. On a pris toute une série de variables, vous avez repris ici. Il fallait évidemment des variables qui soient quantifiables à l'échelle de la maille. Donc, ça limite évidemment très fortement le choix. Néanmoins, on a réussi à trouver une typologie que moi, je trouve personnellement intéressante, comme ça, et qui est une analyse assez fine, qui permet, sur une maille d'1 km sur 1 km, de contextualiser un environnement, donc un contexte territorial. Et on voit bien sur la carte, et on voit même les hypercentres urbains qui sont la dernière catégorie, qui sont les mailles plus foncées, qui ressortent assez bien. Donc, cela nous a permis effectivement de préciser, de contextualiser l'environnement, notamment des différentes dynamiques. La suivante, si vous voulez bien. La seconde année, je continue toujours. OK. La seconde année, elle est essentiellement davantage consacrée essentiellement à l'analyse qualitative des comportements. Donc, on a ciblé toute une série d'acteurs, à la fois y compris les acteurs entreprises, pour s'interroger sur comment le développement se passait à leur niveau de ces dynamiques, et pour appréhender de façon plus précise, à ce moment-ci, l'inscription territoriale de ces dynamiques. Et c'est vrai qu'on s'est particulièrement intéressé à tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui, parfois il y a un vocable générique qui est plateforme d'innovation territoriale, qui sont donc tiers-lieux et co, j'ai envie de dire, de façon globale par rapport à ça. C'est un peu ce qu'on essaye d'illustrer ici. Et donc, on est davantage dans une démarche par rapport à l'année dernière, cette année qualitative par rapport à du quantitatif. Je reviens ici sur les 6 volets sur lesquels de nos programmes de travail. La présentation de volet 1 qui est terminée, il y a quelques corrections à faire plutôt.
la présentation des différents concepts. Donc, de fait, le terme tiers-lieu qui est parfois un peu galvaudé, ou Fab Lab, coworking, hub créative, etc. Donc, on les a précisés, on les a explicités. Deuxième volet, aussi quasi terminé, l'analyse des comportements et besoins et attentes des acteurs du monde de l'entreprise. Donc, on a ciblé les entreprises et toute une série de dynamiques d'accompagnement de l'entreprise. Exemple, les clusters, exemple des gens qui ont des dynamiques particulières comme le comptoir des ressources créatives, la fondation Chimay-Wartoise, enfin toute une série d'acteurs qui accompagnent de manière spécifique les entreprises et qui, quelque part, ont aussi un lien ou potentiellement un lien avec ces plateformes d'innovation territoriale. Le troisième volet qui est toujours en cours est l'analyse des stratégies des acteurs de développement économique. Et c'est vrai qu'on cible singulièrement le paysage des hubs créatifs. Donc, il y a ce hub, vous avez vu la carte tout à l'heure, au niveau wallon. Ce paysage est en train d'être structuré dans le cadre de la stratégie S3, donc la stratégie de spécialisation intelligente. Et il y a un nouveau cahier des charges qui maintenant est soumis au hub, qui s'appelle les néo-hubs. Et c'est vrai qu'avec Fabien, on est encore en rencontre avec des hubs créatifs ce matin, en entretien par rapport à ça. Le volet 4 est de cibler spécifiquement, effectivement, les enjeux territoriaux. Et donc, on a pris l'une ou l'autre commune qui avait un profil spécifique, on va dire un peu spécialisé, sur l'une ou l'autre thématique. Et c'est un peu de voir concrètement comment est-ce que ces dynamiques que nous, on a mis en évidence d'un point de vue quantitatif, est-ce qu'on en a conscience au niveau des communes? Est-ce qu'elles sont intégrées dans les réflexions communales? Donc, on prend les outils classiques, hein, que ce soit schéma de développement communal, que ce soit perspective de développement urbain, toute une série, et on voit si finalement les acteurs se sont appropriés cette réalité de terrain ou pas. Le volet 5, enseignement-publication, et le volet 6, volet 5, enseignement-recommandation, et le 6, publication. Dernière petite précision sur le timing, compte tenu, comme vous le savez, de la sollicitation du cabinet de l'administration, qu'on retravaille sur l'analyse contextuelle. Donc, sachant qu'une partie de l'équipe allait être mobilisée là-dessus, nous, notre délai, il est reporté de 2 mois. Donc, on va finaliser la recherche, non pas pour fin de cette année, mais pour février 2022, en termes de timing. Alors, je cède la parole à Hubert. Oui, donc on va revenir très rapidement sur quelques concepts territoriaux qu'on a synthétisés ici sous forme de tableau. Bon, je vais vous faire la grâce de vous lire tout le tableau. Néanmoins, juste pour expliquer, donc on a un peu structuré les choses selon différentes catégories, donc selon le type d'usager qui fréquente les lieux, la nature des activités qui y sont effectuées, les caractéristiques et les spécificités propres aux différentes notions que l'on voit ici, la nature des produits, des extrants au sens biens et services rendus, le modèle économique, le portage qui caractérise ces lieux, et alors enfin le positionnement territorial qui était peut-être la catégorie qui nous intéresse le plus pour la CPDT. Je passe à la dia suivante. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les termes, mais peut-être notamment celui de hub créatif, qui est quand même un des éléments les plus importants de notre réflexion et de la recherche singulièrement cette année. Bon, c'est quoi un hub créatif? On a essayé ici un peu de synthétiser les choses en fonction des caractéristiques que je viens de vous évoquer. Donc, on a une communauté d'usagers issus de différents horizons. On voit qu'ils font essentiellement de l'accompagnement, de la mise en capacité d'acteurs, donc l'accompagnement des projets et la mise en œuvre de toute une série de programmes d'action. On voit qu'on a certains hubs créatifs qui sont plutôt généralistes, donc ils vont vraiment se diversifier, d'autres qui sont au contraire davantage spécialisés, notamment en lien avec leur contexte territorial, donc le contexte territorial dans lequel ils travaillent. On a des extrants qui sont un peu tangibles et intangibles, soutenus entre eux par des fonds publics. Donc ici, on a approximativement 40% de cofinancement FEDER. Et alors, on est dans un positionnement territorial qui est surtout middle ground et upper ground, vu notamment l'impulsion qui a été donnée par la Wallonie, avec un positionnement qui, pour l'instant, se fait essentiellement sur les grandes villes en tenant compte du rayonnement de ces villes, donc du bassin économique, un bassin ou sous-bassin. Et alors, dia suivante. Un autre concept qui nous a fortement intéressé, de nouveau parce qu'on en rencontre pas mal, celui de Fab Lab,
Donc là, on est dans quelque chose qui se fait à destination du grand public, des artisans, des designers, des étudiants, où on va plutôt faire de l'expérimentation et du prototypage. Donc il y a souvent une série de matériel, d'outils mutualisés qui sont mis à la disposition des personnes qui fréquentent ce type de lieu. On voit que c'est cadré notamment par une charte. Il y a aussi un réseau mondial de Fab Lab. Donc on est dans quelque chose qui est peut-être un peu plus formalisé internationalement, si on peut dire ça comme ça. On est dans des espaces de travail qui sont autour de 100 à 150 mètres carrés en moyenne, avec des extrants qui sont tangibles, vu qu'ici on va principalement sortir des biens, des créations, si on peut dire ça comme ça, il faut bien que je m'en si je dis des bêtises. Qui est porté par le public, par le privé ou par l'associatif, donc un portage assez diversifié. Et alors, en termes de positionnement territorial, on est dans du middle ground, et avec un positionnement qui ici se fait tant dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux, pour autant que l'on retrouve une petite centralité qui permette de structurer justement ces espaces-là et les faire fonctionner. Voilà, je passais la parole pour le volet 2 à Marie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air d'aller? Oui, on t'entend bien. Ok, merci. Ouais, je dirais comme ça. Non, si on entend, c'est bien. Ça va. Donc, le volet 2, il porte donc sur l'analyse des comportements et des besoins des acteurs. En termes de méthodologie, avant de vous présenter les enseignements de notre analyse, on a procédé en trois volets. Donc, d'abord, 21 entretiens semi-structurés à l'aide de guides d'entretien avec 3 types d'acteurs. Des entreprises de différentes tailles actives dans les secteurs étudiés, des structures d'initiative publique travaillant à la mise en réseau, l'accompagnement, le développement des entreprises, donc comme les clusters, comme le disait Bruno, des structures d'initiative privées qui accompagnent les entreprises, donc ça c'est le cas du comptoir des ressources ou de la Fondation Chinet-Vartoise. Ensuite, on a pu mener un atelier thématique co-organisé avec Loué, avec 3 entreprises de l'économie circulaire. Là, l'idée, c'était de compléter ce qu'on avait pu voir en entretien semi-structuré et de générer des interactions entre les acteurs pour voir ce qui pouvait ressortir de plus ou confirmer certains de nos enseignements. Et enfin, on a eu une méthodologie d'analyse qualitative de type abductive des comptes rendus. Je vous explique, je vous en reparle juste après. Là, on peut juste regarder la carte, Bruno, qui localise et par typologie, en fait, vous montre sur la carte de la Wallonie les différents types d'acteurs qu'on a pu rencontrer. En termes d'analyse qualitative des comptes rendus, donc on a utilisé un cadrage théorique qui est les facteurs de productivité de l'OCDE avec une approche abductive. Donc en fait, ça part de la base empirique, mais ça tient compte d'une base théorique qui se situe donc à mi-chemin entre induction et déduction. Donc les bases théoriques, ce sont les concepts définis et les théories mobilisées pour le volien, et les facteurs de productivité définis donc par l'OCDE en 2020. On a choisi les facteurs de productivité de l'OCDE parce qu'il s'agit d'un cadre de référence qui permet d'envisager l'économie dans son intégralité et qui intègre une dimension territoriale très marquée. Le rapport duquel sont issus ces facteurs insiste d'ailleurs sur la dimension territoriale que porte chacun de ces facteurs. Et en termes d'application donc de cette méthodologie, je veux bien passer à la citation, voilà. Donc on a repris chaque compte rendu d'entretien ou d'atelier et on a codifié en fait chacun des entretiens et des comptes rendus avec les facteurs de productivité en utilisant un code couleur. Ensuite, on a simplifié les thèmes pour une analyse adaptée au territoire. On en a retenu 5. Donc le capital humain et recherche et développement, la localisation et les infrastructures, la gouvernance et les instruments financiers, les écosystèmes et réseaux, et enfin le cadre législatif. Alors, je vais vous parler donc des enseignements relatifs à ces 5 thématiques. Donc, ici, je vais juste vous présenter quelques enseignements, histoire d'être assez bref. Si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez poser des questions par la suite ou même nous demander d'avoir un œil sur le rapport, parce que le rapport rend vraiment compte de la complexité en fait, des enseignements qui ont été retirés des entretiens. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous faire part de vos remarques et questions. Donc, les 5 grandes thématiques, ce sont la localisation, les infrastructures, les écosystèmes réseaux
gouvernance et instruments financiers, capital humain, et recherche et développement et cadre législatif. Et moi, je vais vous parler des 3 premiers sous ce format-ci. Donc, vous voyez ici, en rouge, en fait, ce sont les caractéristiques des besoins qui ont été formulés durant les entretiens. Donc, les différents acteurs qui ont été interrogés ont notamment pu confier ce qui pour eux était nécessaire et à leur développement économique et au développement de leur réseau, de leur écosystème local. Donc, c'est ce qui apparaît en rouge. Et en vert, les alvéoles vertes rendent compte, elles, des propositions qui sont formulées par ces mêmes intervenants, ces mêmes informants qu'on a interrogés. Donc, des propositions pour dépasser ces besoins, pour rencontrer ces besoins. Donc, tout ce qui est affiché ici, ce ne sont pas des recommandations, c'est bien des informations qui proviennent des entretiens et des ateliers qui ont été menés. Donc, ça provient vraiment des acteurs de terrain. Et donc, la première thématique parmi les 3 que je vais vous présenter, c'est localisation et infrastructure. Et infrastructure entendue comme condition nécessaire pour que les agents économiques puissent interagir, se déplacer, ainsi qu'avoir accès aux différentes ressources territoriales propres à chacune des entreprises interrogées. Et donc, en rouge ici, par rapport à cela, rapidement, je vais vous faire part des différents besoins qui ont été mis en exergue. Donc, notamment, l'accès au marché, à la main-d'œuvre et à des partenaires. Donc, tous nous confient ce besoin-là comme primordial et prégnant. Un autre aspect qui a été le foncier, donc l'accès à du foncier et du foncier avec une desserte de qualité. Et parmi les dessertes les plus mises en avant, il y a notamment la desserte ferroviaire qui est assez transversale, ainsi que la desserte par les voies routières. Plus spécifique aux activités industrielles, on a la desserte par la voie d'eau qui a été plébiscitée, donc notamment, plus précisément dans le circulaire, en fait, les activités industrielles du circulaire qui ont mis en avant le fait que la voie d'eau pouvait être quelque chose de déterminant dans leur choix de localisation. Et également, spécifique aux activités industrielles, on a une recherche d'un foncier qui va engendrer peu de nuisances. Peu de nuisances pour le voisinage, notamment pour éviter les conflits de voisinage. Donc ça, c'est de nouveau pour les activités industrielles qui notamment génèrent des pollutions ou des nuisances sonores ou autres, qui donc vont plutôt rechercher ce type de localisation. Et donc vous voyez ici que cette alvéole, elle est entourée en orange. Donc on a mis en orange comme ça entouré ce qui était plutôt spécifique à l'économie circulaire parmi nos 3 économies. D'autres besoins qui ont été identifiés lors des entretiens, c'est le besoin d'espace vitrine, donc notamment pour pouvoir se situer dans un paysage économique spécifique et mettre en avant certains produits issus de différentes entreprises, et notamment également le besoin de territoires innovants pour partager avec d'autres acteurs de leur système, de leur activité économique, et notamment des acteurs à la pointe de l'innovation, des avancées, des contacts, etc. Donc, pour dépasser ces besoins, pour les rencontrer précisément, il y a différentes propositions qui ont été formulées, donc notamment le fait de créer ou en tout cas développer ou renforcer ce qui existait déjà en termes de lieux de partage et lieux de travail, de lieux de rencontre et d'événements. Donc, tout type de lieux qui permettent en fait aux différents acteurs de se rencontrer, de partager et de mener des partenariats ou de renforcer des partenariats sur le court ou long terme. D'autres aspects qui ont été mis en avant, c'est notamment pour se localiser les différentes friches qui existent actuellement et qui sont, selon nos acteurs, un lourd potentiel et un levier de développement très important, donc tant dans les milieux urbains que dans d'autres milieux plutôt ruraux, ou en tout cas périurbains, dans lesquels on peut notamment développer des activités industrielles, notamment le long des différentes voies d'eau et des bassins industriels dont on a hérité ici en Wallonie. Et notamment pour mettre en action ces différentes friches, il y a le besoin, comme support, comme levier, il y a les stratégies territoriales qui sont mises en avant, et notamment par l'intermédiaire des régies foncières ou d'autres acteurs de ce type. Et enfin, un aspect qui a été également mis en avant comme déterminant, c'est le patrimoine historique des lieux. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment ce critère-là qui a été déterminant dans leur choix de localisation. Et donc, elles considèrent que se reposer sur cet aspect-là et sur le potentiel que cela génère, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc, un exemple pour illustrer ce qui vient d'être dit, c'est l'exemple d'une entreprise qu'on a interrogée qui est une entreprise liégeoise, Image Matters, donc qui est localisée à proximité de la gare des Lille-Humain, qui elle travaille sur le développement de produits de niche donc dans le secteur du numérique
et qui a une clientèle plutôt internationale. Et donc, elle a vraiment mis en avant la volonté de s'insérer dans un milieu urbain et un milieu qui lui donnait également accès à une desserte ferroviaire de qualité. Donc, pourquoi? Donc, notamment pour que les clients à l'international puissent rapidement rejoindre les bureaux d'Imagimeters s'ils en avaient la nécessité, mais également pour que les travailleurs qui sont vraiment très spécifiques dans leur qualification et donc qui peuvent des fois venir d'autres régions que la Wallonie ou à d'autres pôles de la Wallonie, on va dire, puissent avoir facilement accès au bureau de Imagimeters. Et donc, la desserte ferroviaire a été jugée pour eux vraiment déterminante. Et ça a été un critère qui a vraiment pesé dans leur choix de localisation. Donc, deuxième thématique, ce sont les écosystèmes et les réseaux. Donc, de nouveau, une série de besoins qui ont été mis en avant par les acteurs. Donc, le besoin de mener des partenariats, de mutualiser tant des espaces que des outils, de manière à réaliser des économies d'échelle, mais également de manière à se mettre ensemble et à rencontrer des gens dans cet esprit, cette dynamique de mutualisation. Également un besoin de transversalité, de dépasser en fait les effets de cloisonnement, notamment sectoriels, qui sont vraiment communes tant au niveau des entreprises que des structures d'accompagnement. On a vraiment un ressenti de cloisonnement, notamment dans le secteur économique. Et donc pour dépasser ces cloisonnements, notamment un besoin de coordination régionale, donc de meilleure articulation entre les différents acteurs et les différentes échelles au niveau régional. Et pour dépasser également ce cloisonnement, peut-être se reposer, en tout cas, un besoin de davantage de tiers-lieux, donc d'espaces où des communautés peuvent se rencontrer et où ces communautés peuvent partager et mener des communs avec une certaine mixité, on va dire, économique et de fonction. Et donc, les propositions, de nouveau, pour dépasser ces besoins, ce sont des espaces où les gens peuvent se rencontrer, donc notamment des espaces de travail ou des espaces de mutualisation. Dans le cadre de la mutualisation, il y a également le développement de filières régionales. Donc, en s'unissant, en se groupant et en mettant ensemble des compétences et du matériel, des outils, on pourrait, selon nos acteurs, développer réellement des filières à l'échelle régionale, notamment dans le milieu du circulaire, notamment grâce à des gains d'échelle grâce au développement de filières. D'autres aspects qui ont été mis en avant, c'est notamment de continuer les efforts qui sont faits notamment pour les clusters et les pôles de compétitivité en termes de thématiques d'excellence. Donc, ils considèrent que ces thématiques-là vraiment poussent le secteur vers l'avant grâce à des innovations vraiment très performantes, mais qu'elles devraient être davantage propagées et sémées à l'ensemble de la région, donc notamment en se reposant sur de la gouvernance multiniveau, donc vraiment diffuser ces connaissances et ces avancées technologiques qui sont poussées par notamment les clusters et les pôles de compétitivité. Donc de la même manière, se reposer sur de la coopération transversale en mettant tous les acteurs ensemble dans des partenariats publics-privés, de la recherche et de la collaboration multi-échelle. Et enfin, évidemment, poursuivre cette collaboration et ce partage de bonnes pratiques au-delà des frontières régionales et au-delà des frontières nationales également. Il y a un exemple ici de partenaires, enfin, en tout cas de structures qu'on a été rencontrées, ce sont les comptoirs de ressources créatives. Donc, nous, on a été rencontrés l'antenne liégeoise, mais c'est une plateforme d'accompagnement des créateurs qui existe dans 5 grandes villes en Wallonie, enfin 5 villes. Donc, chacune des structures dans chacune des villes est autonome et se développe de sa propre manière et selon son propre schéma. Et donc, ce sont des acteurs qui, eux, ont vraiment mis en avant le besoin d'ateliers dans toutes les villes wallonnes pour les créateurs. Donc, vraiment, eux se sont développés vis-à-vis d'une demande qui était existante et ont développé un modèle pour répondre aux besoins et aux demandes qui étaient existantes sur chacun des territoires. Et donc, ils participent vraiment à une dynamique de redéploiement, de redéveloppement des centres-villes en tenant compte vraiment des acteurs existants et des réseaux qui préexistent. Et donc bon, on peut passer. Voilà, c'était juste un dernier aspect par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de mutualiser. Donc, eux fonctionnent vraiment en mutualisant des espaces et des outils pour créer des masses critiques et vraiment pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre des outils performants et générateurs de développement économique. Donc, dernière thématique abordée, c'est parmi les 5 que nous avons utilisé pour l'analyse des enseignements, c'est la gouvernance et les instruments financiers. Donc, on a
des besoins qui sont du même type. Donc ici, c'est vraiment ce qui est mis en place par les pouvoirs publics pour vraiment favoriser et accélérer au maximum le développement économique et en diminuer les externalités négatives. Donc c'est vraiment ça qu'on entend par gouvernance. Et on a par là toute une série de besoins comme davantage de coopération et un meilleur équilibre, en tout cas, entre coopération et compétition, tant entre les entreprises qu'entre les différentes structures d'accompagnement. De nouveau, davantage de transversalité, donc une meilleure coordination régionale, de meilleurs échanges entre les différentes antennes et structures des différentes sous-régions. Et en termes d'instruments financiers, les acteurs sont plutôt satisfaits en fait, des instruments financiers, des instruments d'accompagnement de la région wallonne. La seule réticence qu'ils ont par rapport à ça, en fait, c'est un certain manque de visibilité et des démarches administratives qui peuvent être trop conséquentes pour que les acteurs vraiment y consacrent du temps. Et donc certains, en fait, dû à cette complexité, n'ont pas accès, ou en tout cas ne se donnent pas les moyens d'accéder à ces différents instruments financiers, malgré le fait que, selon eux, ils sont bien présents et bien en nombre. Et donc aussi une certaine réticence vis-à-vis des appels à projets qui peut les positionner dans une certaine insécurité financière. Donc de nouveau des propositions à cet égard, notamment la coordination des différents acteurs de l'accompagnement qui devraient, selon les acteurs interviewés, mieux se coordonner et renvoyer les entreprises vers l'acteur le plus compétent ou en tout cas le plus apte à répondre aux besoins indiqués. Et cela passe notamment par de la gouvernance multiniveau pour vraiment de la communication à différentes échelles. Autre proposition, c'est de se reposer sur les communautés et les demandes territoriales. Donc vraiment, toujours ne pas créer quelque chose qui viendrait de nulle part, mais vraiment se reposer sur ce qui existe déjà et sur des demandes pour vraiment être le plus performant et contribuer à créer également des écosystèmes économiques locaux et pouvoir créer de la synergie. Et dans le même ordre d'idée, se reposer sur des tiers-lieux, ce genre de structures de plateformes d'innovation territoriale, et prendre en compte également des processus innovants qui sont développés au sein des entreprises et au sein de différentes structures pour vraiment s'adapter, que la gouvernance soit vraiment au service des besoins des différents acteurs. Donc, un dernier exemple, c'est le cas d'EcoStéril, donc qui est un constructeur de machines qui fait du traitement de déchets hospitaliers qu'on a rencontré également. Et donc qui, lui, est de nouveau dans une approche plutôt internationale avec des clients essentiellement internationaux. Et eux ont pu vraiment se développer vraiment à la pointe grâce justement à toute une série d'aides financières et d'aides d'accompagnement de la région wallonne, donc notamment les avances récupérables de la région wallonne, les aides de la SRIW et des aides à l'exportation. Donc, notamment, ils ont pu bénéficier donc de la compétence de l'AWEX pour conquérir des marchés à l'international. Et donc, enfin, voilà une diapo qui fait part des principales récurrences en termes d'enseignement qu'on a pu identifier dans ce volet 2, donc notamment en termes de besoins, des besoins de coopération, de transversalité, d'accès au marché à la main-d'œuvre et à des partenaires, donc c'est tout ce que j'ai déjà cité, de besoins de mutualisation, de coordination régionale et de normes, notamment appliquées aux déchets. Donc ici, j'en ai pas fait part, mais c'est notamment une des thématiques qu'on a abordées également pour l'analyse. Et en termes de propositions, des espaces de travail partagés où va se créer à la fois de la diversification et de la spécialisation pour que les acteurs s'y rencontrent. S'axer également sur de la formation et de la recherche et développement, se reposer sur des communautés et s'adapter aux besoins territoriaux et de la coordination entre les différents acteurs de l'accompagnement et de la gouvernance multiniveau. Donc voilà les principales récurrences, les principaux termes qui sont revenus lors des entretiens. Alors maintenant, juste un petit mot du volet 3 qui est entamé mais qui n'est pas totalement finalisé, qui lui donc va s'attacher à analyser les différents acteurs de l'animation économique et à pouvoir se rendre compte si ce qui est mis en place rencontre bien les besoins qu'on a pu analyser dans le volet 2 et si l'articulation entre besoins et propositions, offre de services, offre d'accompagnement est cohérente en tout cas. Et donc, pour cela, on a utilisé une méthodologie qui est similaire à celle du volet 2. Il y a juste en fait les acteurs qui sont très différents, qui sont en fait ici, donc on l'a dit, plutôt des acteurs qui tournent autour des hubs créatifs, donc notamment des invests, les intercommunales, les hubs eux-mêmes et d'autres acteurs qui sont intéressés de près aux hubs créatifs. Donc on a utilisé la même
analyse qualitative des comptes rendus, expliquée par Marie pour le volet 2, donc vraiment la même méthodologie. Donc les premiers enseignements qu'on peut retirer, même si ce n'est pas totalement finalisé, donc sur votre gauche, vous avez une série de choses qu'on a pu mettre en relief, et certaines récurrences, et donc à droite, on en a mis 4 vraiment, qui nous semblent être les principaux, les majeurs. Donc c'est notamment l'importance d'orienter les porteurs de projets vers le bon acteur, peu importe sa localisation ou son statut. La volonté de se lier à des acteurs aux métiers complémentaires, donc notamment, on a vu qu'il y avait une grande offre de services et des fois des services qui étaient très complémentaires et que ce n'était pas spécialement nécessaire qu'on multiplie le même type de services au sein de structures qui cohabitent. Donc c'était parfois mieux de coordonner les structures de manière à ce qu'elles se renvoient la balle vers la structure la plus cohérente que les structures soient le plus complémentaires possible. Autre chose, ce sont les espaces de rencontre, les événements et les projets menés en collaboration pour contribuer aux écosystèmes économiques locaux, voire sous-régionaux. Donc, de nouveau, favoriser au maximum les rencontres, créer vraiment des synergies. C'est quelque chose qui a été identifié comme acteur comme quelque chose de déterminant, qui vraiment va structurer en fait le parcours des différentes entreprises. Et enfin, la collaboration avec les universités pour notamment les espaces d'innovation. Donc, la recherche, la formation et les universités, la place centrale des universités dans ce cadre-là a également été soulignée maintes fois lors des entretiens du volet 3. Je vais maintenant céder la parole pour le volet 4 à Bruno. Donc, Allez, c'est parti. À Hubert. Et donc le volet 4 ici, donc c'est notre collègue Alain Malher je crois qu'il n'est pas connecté, qui a travaillé sur cet aspect-là, donc vraiment étudier le lien entre les trois économies dont on a parlé, le territoire d'autre part, mais aussi voir la manière comment justement ces économies sont intégrées dans les réflexions communales ou à plus grande échelle supracommunale en Wallonie. Donc ici, de nouveau, je vous fais grâce de tout le tableau. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée du cheminement méthodologique qu'Alain a suivi pour pouvoir faire cette étude-là, avec pour arriver en bas de la slide. Ah oui, en plus, si tu me passes les slides sous le nez, ça va être compliqué. Et donc d'arriver à analyser le contenu des stratégies en cours pour examiner la pertinence. Donc, la pertinence d'une intégration d'éléments déterminants dans les contextes favorables à la localisation des entreprises. Donc vraiment voir à travers les stratégies, mais aussi les atouts du territoire, voir comment tout ceci se localise à une échelle beaucoup plus fine. Et là maintenant tu peux passer. Donc, on prend l'exemple. Alors, Alain a fait deux études ici jusqu'à présent. Il s'est intéressé à Tournai et à Wavre. Je ne vais que parler de Tournai, qui est peut-être le cas le plus intéressant des deux. Donc ici, c'est simplement donc, le relevé qu'il a effectué de tout ce qui existe en matière de stratégie communale dans un premier temps transversal ici. Tu peux passer. Ensuite, on revient sur le territoire. De nouveau, on a tiré l'opportunité de reprendre notre maille des typologies territoriales et d'étudier à une échelle beaucoup plus fine la localisation des entreprises ici numériques. Donc, chacun des petits triangles jaunes, on ne les voit pas très bien, localise en fait une entreprise associée à l'économie numérique. La comparaison à droite avec le plan de secteur pour de nouveau avoir une idée du contexte territorial, le contexte territorial de droit, dans lequel on se trouve. Et ici, on voit qu'à Tournai, notamment dans le numérique, au niveau des stratégies régionales, on a Negundo, donc, qui est un projet justement axé sur l'économie numérique et qui est actif à Tournai, décliné entre autres dans le parc d'activité économique de Negundo Tournai Ouest. On a dans le PST, c'est le plan stratégique transversal, c'est ça, les abréviations. De nouveau, on retrouve ce fameux Negundo. Et alors, dans la stratégie communale, donc à travers le SDC, anciennement le schéma structure communale, on voit qu'on a une stratégie sur le plateau de la gare, donc qui s'appelle Smart Center. Et quand on regarde, on a à la fois, donc, on retrouve cette concentration des entreprises numériques, un peu sur l'image que Fabien exposait tantôt de ImageMaters, qui cherche des localisations qui soient vraiment centres urbaines.
Et alors, quelques entreprises qui se trouvent dans le fameux parc de Tournai-Ouest. Alors, voici ce que ça donne maintenant aussi pour le créatif. Donc, à Tournai se trouve un des créatifs de Wallonie qu'on a rencontré début juillet, qui est entre autres porté par IDETA au travers de divers projets. Donc, le WAPS Hub, c'est le nom du fameux hub créatif. On retrouve dans le plan stratégique transversal le fait qu'on veuille faire de Tournai un peu la carte du design international de l'économie dans l'économie créative. Et alors, plus concrètement, plus porté sur le territoire, le développement du quartier Saint-Pia, qui était historiquement un quartier en tout cas peu favorisé de Tournai, où il y a une volonté justement de faire de l'économie créative et d'intégrer tout ça dans un projet de redynamisation donc d'un quartier de la ville de Tournai. De nouveau, dans l'SDC, certaines choses, on fait référence au passé créatif de Tournai, donc on parlait tantôt du poids de l'histoire et des aspects culturels de nos entreprises et de nos histoires. Casterman. Entre autres, Casterman, oui. Donc on fait référence à ce passé-là. De nouveau, un levier culture événementielle qui se retrouve aussi repris dans SDC. On parle des imprimeries, de l'imprimerie et des arts graphiques. On a des enjeux de développement du parc de Tournai-Ouest en lien avec l'e-campus de Tournai. Et alors le fameux quartier Saint-Pia que l'on a évoqué en lien notamment avec le hub créatif. Et alors plus spécifiquement par rapport à la politique intégrée de la ville, on a ce quartier Saint-Pia qui était reconnu comme quartier d'intervention prioritaire. De nouveau, même exercice, ici les petits carrés, donc les entreprises créatives, avec, on voit de nouveau cette concentration très urbaine, donc la maille noire qui est celle de l'urbain très dense, qui est en fait, grosso modo, le centre-ville est pratiquement recouverte d'entreprises créatives. On en voit apparaître de nouveau un peu à Tournai-Ouest et puis un peu disséminé dans le périurbain de Tournai. Et alors, sur le circulaire, au niveau d'IDETA, on n'a pas... Petite chose que l'on doit préciser, il s'agit ici d'un relevé, des politiques qui sont visibles, c'est-à-dire qui sont clairement signalées dans les différents programmes d'action, dans les différentes stratégies communales, supracommunales et régionales. Cela veut dire qu'il y a potentiellement peut-être d'autres choses qui existent, mais qui sont en tout cas pas visibles du premier coup. Donc pour revenir justement au circulaire, on a dans le plan stratégie transversale, on a entreprendre.wapi où il y a une plateforme d'économie circulaire qui vise justement à développer ces aspects du circulaire à Tournai qui étaient, en tout cas historiquement, moyennement présents. On a quelques secteurs, comme notamment le secteur des carrières, dont certains aspects peuvent contribuer justement à cette économie circulaire. Mais on voit qu'en tout cas, ce n'est pas la dimension qui est la plus présente par rapport au numérique, au créatif. Là, il y avait clairement un positionnement puissant, et notamment dans le créatif. On voit que le circulaire est un petit peu moins présent. Et avec ici une localisation qui est aussi différente. Et ça, de nouveau, ce n'est pas propre à Tournai. C'est aussi quelque chose qu'on a constaté notamment dans le cadre de nos analyses de l'an passé. Les entreprises créatives vont très peu chercher, ou en tout cas dans une moindre mesure, chercher les contextes centro-urbains pour privilégier la première couronne, ou en tout cas des endroits. Pardon ? C'est dit créatif. Donc, bien circulaire. Donc, les entreprises circulaires vont plutôt chercher des emplacements dans la première couronne, donc, en tout cas dans des territoires qui minimisent justement le risque de conflit de voisinage. Donc, il n'est pas étonnant de les retrouver massivement en dehors des centres-villes et dans les parcs d'activités économiques. Et alors ici, on ne voit pas très bien la carte, mais on s'était notamment intéressé à la question du lien avec les friches industrielles. De nouveau, Fabien l'avait évoqué tout à l'heure, le fait que certaines entreprises cherchent justement ces friches. Alors là, l'analyse doit encore être poussée. On est en plein dans le processus. Il y a encore de la cartographie qui doit être effectuée de manière un peu plus précise. Et alors, quelques premiers enseignements plutôt sur ce fameux volet 4. Alors, on voit qu'on a une intégration de la stratégie territoriale dans les dynamiques des communes en reconversion et qui est variable, donc on vient de parler de Tournai, qui est variable selon le contexte socio-économique et la vision des acteurs. Forcément, si le pouvoir politique estime qu'il n'y a pas lieu de s'engager sur cette voie-ci, il n'est pas étonnant de ne pas trouver de stratégie là derrière. Et alors le contexte socio-économique, on vient d'en parler. On voit que par exemple pour le cas de Tournai, on est plus sur du numérique et du créatif davantage que du circulaire. Alors que dans d'autres communes, et par exemple Châtelet-Farciennes, que Alain a aussi esquissé, là c'est l'inverse, on a un positionnement circulaire
qui est beaucoup plus présent, en lien, entre autres, avec le contexte territorial et l'histoire, justement, industrielle du sillon wallon. Le contexte de localisation des activités économiques qui dépend du type d'activité. De nouveau, on a vu cette différence de localisation entre le circulaire et les entreprises des deux autres économies. Mais confirmation de privilégier le contexte urbain quand il procure les aménités de cadre de vie et de stabilité par rapport aux activités économiques traditionnelles en parc d'activités. Et enfin, un dernier point qui est celui de la confirmation de l'orientation des investissements publics de soutien vers de petites structures dans les centralités facilement accessibles. Et là, on en revient à un point sensible vis-à-vis, enfin, si on peut dire vis-à-vis de nos CA concernant la question des parcs d'activités économiques. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut arrêter les politiques justement de production de foncier économique telles qu'on les fait depuis plusieurs décennies, mais tout simplement qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, qui se mettent même en place déjà depuis plus d'une décennie, et notamment les capacités d'accueil justement à destination de toutes ces petites structures qui émergent et qui ont besoin de mutualiser, qui ont besoin de services, qui ont besoin de mutualisation de biens et de services, et qui peuvent être entre autres rencontrés dans les logiques type tiers-lieu, Fab Lab, etc. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de notre présentation. On arrive effectivement au bout de la présentation, et donc je reviens un petit peu à la conclusion de Hubert. De fait, on voit que ces plateformes d'innovation territoriale sont non seulement des vecteurs potentiels, des leviers potentiels en termes d'activité économique, mais aussi en termes de dynamisme économique local et donc de mixité, de régénération urbaine, comme c'est effectivement le cas de certains hubs créatifs notamment. Donc là, il est clair qu'on est à l'interface entre l'économie et le territoire par rapport à ces dynamiques-là, et que de fait, cela met en pointe, met en évidence peut-être l'opportunité de s'interroger à d'autres leviers en termes de redéploiement économique, notamment les parcs d'activité. Bien sûr, on ne fait pas que ça, mais là, il y a sans doute d'autres opportunités accessibles non seulement aux grandes, mais aussi aux petites villes notamment. Donc voilà, on est à votre disposition s'il y a des questions, évidemment. Je vais quitter la présentation, ce sera peut-être plus agréable. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, réactions. Michel en a. Vas-y, Michel, je t'écoute. Oui, moi j'aurais voulu savoir un peu quelles étaient les tailles de ces entreprises. On parle de 1, 2 personnes ou jusque combien ça peut aller un peu? Oui, en termes, nous, dans notre échantillon, c'est assez diversifié. Tu vois, on essaie d'avoir un profil, un échantillonnage assez diversifié. Donc, on a des TPE, de très, très petites entreprises, jusqu'à des tailles plus considérables. On a rencontré les gens de chez Comet, notamment. Ou de L'Oréal, donc des entreprises qui ont plusieurs centaines d'employés. Donc, on est diversifié. C'est clair que les problématiques et les approches ne sont pas les mêmes en fonction de la taille. Hein, ça, c'était évident. Mais on voit quand même la diversité d'intérêts et ce qui est transversal aussi, c'est quand même certains types de préoccupations, quelle que soit la taille. Il est clair aussi que par rapport, tu parles de la question de la taille, si on prend des équipements comme par exemple, ou des dynamiques comme le comptoir des ressources créatives, qui sont maintenant, comme on l'a dit, dans 5 villes, eux, ils s'adressent, leur cible, c'est vraiment des créateurs émergents, donc des gens qui travaillent seuls ou à deux. Et là aussi, c'est évidemment l'avantage d'un réseautage local, d'un partage d'expériences et tout l'intérêt d'avoir ce lieu dédicacé à la création où ils rencontrent, où à la fois on les accompagne, où ils rencontrent des gens avec qui ils peuvent bosser, qui partagent les problématiques, etc. Oui, Xavier. Oui, vous avez dit que vous avez fait du benchmark, je crois. Oui. Est-ce que dans ce que vous avez pu analyser spécifiquement à la Wallonie, il y a des choses qui ressemblent ou qui se distinguent vraiment complètement de ce qui se passe ailleurs? Chez nous, non, je dirais à contrario. Bon, on s'inscrit d'abord dans toute une série de grandes tendances, hein, que ce soit au niveau du circulaire ou du Green Deal, on voit au niveau européen, donc, et les pays, des différents pays qu'on a vu travaillent effectivement là-dessus. Mais je dirais qu'il y en a, et si je pense notamment à la France, qui travaillent davantage, notamment sur les tiers-lieux. La France développe une politique de tiers-lieux, mais dans une optique territoriale, clairement. Hein.
ce qui n'est pas le cas chez nous. Hein. On en a encore discuté, un peu ce matin avec Fabien, avec d'autres interlocuteurs. On reste, cette approche-là, notamment de tout ce qui est hub créatif, reste une approche économique, purement économique. Donc, on cible l'entreprise, je ne pas dire qu'on s'en fout du territoire, mais en tout cas, on ne s'en préoccupe pas. Hein. Et donc, ça, personnellement, moi, je trouve ça dommage. C'est peut-être ce qui fait qu'il y a parfois des petits soucis au sein de l'OCA, d'ailleurs, à ce niveau-là, parce que je crois qu'il y a une réelle opportunité, et même en matière de mixité, moi je pense à la R1, je crois qu'il y a des liens évidents à faire par rapport à ça, en matière de vecteurs de mixité, voire de cohésion sociale, quand on remet de l'emploi dans des quartiers de type Faubourg ou dans des quartiers défavorisés. Et ça se fait dans certains autres pays. Je veux dire un truc par rapport au benchmark. Donc, l'année passée, quand on a travaillé sur le benchmark, donc on a dissocié nos trois types d'économies. Et par exemple, le circuit de la Wallonie n'était pas encore sorti. Donc la Wallonie, par contre, n'avait pas encore de plan global comme celui-là. Et donc, ça a évolué durant l'année dernière et encore durant cette année-ci. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, au cours de 2 années de recherche, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées en Wallonie en termes de politique, de plans, de stratégie, etc. Donc, voilà ce qu'on peut notamment... C'est vrai qu'on est dans des créneaux ou des thématiques d'actualité, évidemment. Donc, voilà, on parlait l'année dernière, on découvrait le Green Deal qui maintenant a fait son chemin progressif. Ça, c'est évident. Merci. Je ne sais pas si encore. Michel, tu as encore une question? Oui, moi je voudrais un peu savoir comment vous comptez utiliser cette recherche au niveau de l'analyse contextuelle du SDT. Malheureusement, je vais dire, dans la mesure, dans la méthode qui nous a été imposée au niveau de l'analyse contextuelle, ce n'est pas évident. Si ce n'est qu'il y a déjà, dans la rédaction, notamment sur le volet économique dont on a la charge, on avait quand même déjà pointé certains éléments, je le dirais ainsi. Hein. Mais comme on fait une actualisation chiffre par chiffre, j'ai envie de dire, ce qui est assez frustrant, c'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Mais on avait eu soin déjà à la fois d'évoquer des problématiques de métropolisation et de démystifier ces dynamiques-là, mais de mettre en évidence quand même certaines tendances. Et ce qu'on a fait aussi à travers l'expertise, comme tu le sais. Et il y a Hubert qui voulait rajouter quelque chose. Pour ajouter peut-être une chose, parce que ça, on se le dit déjà depuis plusieurs mois entre nous. En fait, fondamentalement, les trois économies qu'on a étudiées, elles ont certes leurs spécificités, mais elles ne sont pas foncièrement différentes, on va dire, de l'économie en général. Et donc, à ce niveau-là, il y a peut-être des choses à aller rechercher, donc des trucs qu'on a identifiés au travers de nos entreprises, etc., des enseignements, des choses que les acteurs nous font remonter. Si on prend le pli qu'effectivement, une bonne part ne sont pas des problématiques qui sont spécifiques au circulaire, au numérique et au créatif, mais sont des problèmes rencontrés par l'économie en général, alors là, il y a peut-être un petit peu de matériel à apporter justement à l'analyse contextuelle. Mais comme le dit Bruno, on avait déjà, en 2017, on a déjà mis le doigt sur certaines choses à ce niveau-là. Donc finalement, ça confirme un petit peu ce qui avait déjà été pressenti il y a quelques années. Merci. Moi, j'avais une double question. Vous dites que une bonne partie des entreprises de ces trois secteurs, on peut appeler ça des secteurs, c'est un peu transsectoriel pour partie, qu'ils s'orientent moins vers les parcs d'activité économique et vont plus vers l'urbain en général, même si c'est caricatural, quoi, de dire ça. Comment est-ce qu'ils font alors pour se localiser? Quelle démarche est-ce qu'ils font? C'est facile d'aller trouver une intercommunale et d'avoir un terrain dans un parc d'activité économique. Comment est-ce qu'ils pratiquent? Est-ce que c'est plutôt à travers des initiatives quand même où on réutilise, les pouvoirs publics vont réutiliser, remettre en état des sites d'activité économique et après c'est plus type centre d'entreprise, ou est-ce que c'est vraiment une initiative privée et on va sur le marché de l'immobilier de ce compte-là, on loue, puis à un moment donné on achète et
et on rénove si on en a les moyens. Voilà, comment est-ce qu'ils font par rapport à ça, hein, parce que pour l'instant, on manque un peu de structure par rapport à la dynamisation de ce marché de seconde main, je pense. Peut-être pour répondre. Attends, j'avais une deuxième question dans la foulée. Est-ce que les entreprises font le choix de ne plus aller vraiment vers les parcs d'activité économique qui sont dans ces secteurs-là? Est-ce que c'est conscient que quand elles parlent des facteurs de localisation, qu'elles ont recherché une localisation plus urbaine en vue, par exemple, de maximiser davantage les interactions avec toute une série d'acteurs et qu'elles sont conscientes qu'elles auraient moins de facilité à faire ces interactions si elles étaient en parc d'activité économique. Voilà, deux questions. Je vais peut-être, si vous voulez. Alors, sur la question des choix de localisation, il y a un peu de tout. C'est plus nuancé que ça. Oui, il y a un peu de tout. Pour prendre un cas un peu particulier et davantage illustratif que vraiment généraliste, on a vu notamment, par exemple, ceux qui passent par le hub créatif. Donc, par exemple, supposez que je suis une petite entreprise, je suis dans un hub créatif, je développe mon petit bazar, à un moment ça marche bien, je le grandis, il faut que j'aille voir ailleurs. Souvent, on va renvoyer vers l'intercommunal de développement économique associé au projet. Par exemple, les TRAC à Namur, ils ont clairement dit que la première chose qu'ils font quand une entreprise manifeste Oui, notamment parce que souvent, ces intercommunales sont impliquées. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un phénomène de réseautage et on renvoie vers entre guillemets, pas les amis, mais les acteurs associés. Et alors, peut-être compléter après, mais je rebondis directement sur la deuxième question, parce que ça, c'est un truc qu'on a un peu sous-estimé et qui apparemment est fondamental, c'est que la seule proximité des acteurs ne permet pas la mise en réseau. Il faut un événement, il faut un lieu de rencontre, il faut qu'ils soient forcés de se mettre ensemble. L'idée, c'est de dire que, pour revenir, on revient des logiques de cluster, etc., dont on a déjà parlé et reparlé à ce sujet-là, c'est de dire que même si on a 10 entreprises qui fondamentalement font à peu près la même chose sur un territoire d'1 km², ça va peut-être faciliter le démarrage de projet, mais ce n'est pas l'élément déclencheur. Il faut véritablement, et elles sont toutes demandeuses d'un lieu où ils peuvent justement se rencontrer, discuter librement, faire des affaires, etc. Donc, il faut un élément déclencheur à ce niveau-là. Pour ajouter par rapport aussi à la logique par l'activité, il est clair qu'on est, et en plus on parle de dynamique économique émergente, donc on est à beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais sont des petites qui se développent. Et on sait que le par l'activité, il est surtout utile pour le transfert. Oui, quand l'entreprise a déjà les moyens, effectivement, d'investir, qu'elle cherche même à investir, qu'elle a éventuellement un certain nombre de travailleurs, etc., à localiser, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut aussi mettre cette perspective, et de nouveau, ce n'est pas un discours du tout anti-parc, mais il faut positionner à sa juste valeur et diversifier simplement les outils de développement économique. Donc, c'est clair que le parc d'activité conserve tout son intérêt, tout son sens, mais on sait qu'il intervient aussi de façon privilégiée à certains moments du processus de l'évolution de l'entreprise. Peut-être ce qui va accélérer les choses, c'est le caractère nuisant de l'activité. Et à ce moment-là, on renvoie à la logique du parc d'activité vu comme élément d'aménagement et non de développement du territoire. Donc, notamment, dans le circulaire, dans tout ce qui est industrie circulaire, ils vont, à mon sens, être plus vite renvoyés vers un parc d'activité compte tenu de la nature de leurs activités que par rapport à d'autres trucs. Ok. Il y avait une question, oui. C'est vraiment très ce matin. Oui, la question. Donc, quelle place pour les territoires en dehors des pôles métropolitains pour ces trois économies? Quels éléments stratégiques vous auriez pour ces territoires? Très clairement, effectivement, c'est une discussion dont on a eu ce matin. Merci Simon. Je suis effectivement convaincu, et c'est une conviction personnelle et profonde, qu'il y a une réelle opportunité pour, en dehors effectivement de nos plus grandes villes au niveau wallon, pour notamment les villes petites et moyennes. Alors peut-être avec des approches un petit peu différentes, à mon avis, de celles qui sont développées au niveau des hubs créatifs, et surtout du cahier des charges des néo-hubs. Je ne vais pas aller dans les détails, mais enfin, je vais dire, le gouvernement wallon vient avec un nouveau cahier des charges qui va les formater davantage
qui signifie que, par exemple, que ce qui se passe au niveau hub créatif, Verviers et Serein, pour prendre des exemples concrets, risque très fortement de disparaître. Parlons-y. Parce qu'il ne correspond plus au cahier des charges standardisé. Par contre, moi, je suis convaincu qu'il y a à cette échelle-là des dynamiques d'acteurs qui s'interrogent, des potentiels de création et des gens qui recherchent à partager ces expériences-là. Donc, il y a une approche, à mon sens, et moi, c'est là-dessus que j'aimerais bien de travailler, avec éventuellement des acteurs structurés, comme dit Hubert, la Fondation Chimay-Wartoise, mais qui n'a pas de lieu, par exemple. Donc, il y a à la fois, on a déjà, par rapport à cette espèce de mayonnaise, j'ai envie de dire, pas mal d'ingrédients. Un peu de plus en plus, on voit même des associations d'entreprises, etc., qui se positionnent, qui se posent des questions. En Wallonie, les espaces à reconquérir ne manquent pas. Hein. Pour la petite histoire, nous, quand on a commencé à s'intéresser un peu plus près sur les tiers-lieux, c'est quand on a travaillé sur les pôles d'échange, les anciennes gares, les gares abandonnées, etc. Donc il y a sans doute des conjonctions locales à valoriser. Et pour ne pas dire, moi, je crois qu'il y aurait tout intérêt et potentiellement, et j'essaie de faire passer le message, à aller vers des approches du type appel à projet, et donc un autre modèle que celui qu'on met en place pour les hubs créatifs. Peut-être pour terminer là-dessus, un autre grand enseignement qui vient un peu de tout ce qu'on a, enfin de tous les acteurs qu'on a pu rencontrer, et c'est particulièrement le cas dans les milieux plus ruraux, et en tout cas plus qu'en ville, c'est l'idée de dire que si on drop une structure, on va dire par le haut, sans prise en compte du terreau qui est en dessous, donc de l'existant, des activités qui existent déjà, du poids de l'histoire, de la culture, des acteurs qui sont déjà présents, on nous a quand même clairement fait comprendre que ce type de démarche ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment partir de la base, il faut vraiment prendre en compte ce qui existe déjà et inscrire la structure dans le terreau et ne pas essayer de vouloir développer quelque chose ex nihilo qui est sans doute a de fortes chances d'être voué à l'échec. Je vois que Simon écrit encore, mais je ne vois pas encore son texte. Oui, Jean-Marc, tu voulais. Est-ce que les ADL, alors, c'est un public que vous devez particulièrement viser en termes de public cible de vos enseignements, en vue de faire remonter ça, si ça peut concerner plus que les grandes villes, quoi. Parce que c'est vrai que on sent bien que la masse critique d'acteurs est suffisante au niveau de certaines grandes villes, mais la masse critique d'acteurs au niveau de plus petites villes, est-ce que c'est à l'échelle de petites villes qu'il faut réfléchir, ou est-ce que c'est à l'échelle de petits bassins de vie, voilà. Ouais. Chimay, je suppose que la Wartoise ne travaille pas que sur la seule ville, c'est tout le sud, enfin, au moins tout le sud de la Botte du Hainaut. Voilà. Même à Coba et compagnie. Voilà. Donc, c'est peut-être à une certaine échelle aussi, donc la question au niveau territorial, à quelle échelle est-ce qu'il faut réfléchir les choses en dehors des territoires, je dirais des grandes villes. Voilà, c'est une autre question territoriale. Ouais. Par rapport à ça, au niveau des ADL, effectivement, ça doit être une cible privilégiée, mais sans doute pas la seule. Par rapport à, de nouveau, ça correspond, toutes les communes n'en ont pas, et ainsi de suite, donc ça correspond à un certain modèle. Mais il est clair que des initiatives en matière on va dire de tiers-lieux, mais je mets le terme vraiment entre guillemets, ou de plateformes d'innovation locales, sont susceptibles d'intéresser les ADL. Moi, j'en suis intimement convaincu. Comme d'autres acteurs, hein, de nouveau. Et la question d'échelle, ça dépend de nouveau très fort du contexte et du jeu des acteurs locaux. Je vais prendre un exemple très concret, et on en a discuté pas plus tard que ce matin. On parlait de Verviers, où se met en place, donc eux regrettent effectivement ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire la fin du hub créatif, mais qui n'avait pas, notamment, il n'y a pas de Fab Lab, ni rien du tout à Verviers. Donc il n'y a pas le moule,
que veut imposer la région. On n'a pas un espace d'activité du type Fab Lab, etc. Eux font essentiellement du réseautage local, hein, avec Liège Créatif derrière. Mais en attendant, ils mettent des acteurs autour de la table, des acteurs économiques. Hein, c'est clair. Et donc, eux ont envie de poursuivre ça. Et d'ailleurs, je le savais bien, ils viennent maintenant, à travers la politique intégrée de la ville. Ils vont essayer de venir, hein, par rapport à ça. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est cohérent, c'est logique. Hein. Donc, et discuter de tout le bassin verdier-toi. L'exemple, on parlait aussi de Malmedy. J'ai dit, Malmedy, à Verdier, vous ne les aurez pas. Mais il y a un potentiel à Malmedy, ça, je suis convaincu. Et il y a moyen de faire quelque chose à Malmedy aussi. Parce qu'il y a de nouveau des réseaux d'acteurs, il y a des entreprises qui comptent, il y a des gens qui sont prêts à investir. Donc voilà. Il faut prendre en compte le et il faut que les acteurs locaux qui voient un intérêt, une opportunité, saisissent l'opportunité. Donc il faut leur donner l'opportunité à saisir, évidemment. Encore d'autres questions? Non. J'ai l'impression qu'on a fait. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon, s'il y a d'autres questions, à revenir vers nous. C'est avec plaisir qu'on tentera en tout cas d'y répondre. La suite de la recherche, on verra bien, c'est encore à discuter. Voilà, bon appétit à tout le monde. S'il y a plus Merci à vous pour la présentation. À très bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci, Merci à tous, au bon revoir. après-midi. Au revoir.